Bonjour à toutes et à tous. Technique de l'ingénieur vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui met en avant les données personnelles et leur traitement dans le cadre de la RGPD. Notre invité aujourd'hui est Louis-Philippe Sandec, fondateur et CEO de Clever Identity, solution d'évaluation des risques de l'anonymisation des données. Il est aussi consultant, enseignant et auteur pour Technique de l'ingénieur. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment grâce au module de chat en haut à droite de votre écran. Notre intervenant y répondra lors de la session de questions-réponses en dernière partie de ce webinaire. Louis-Philippe Sandec, c'est à vous. Merci Marie-Caroline pour la présentation. En effet, je suis Louis-Philippe Sandec, fondateur et CEO de Clever Identity, une entreprise qui propose une solution logicielle d'évaluation des risques autour de l'anonymisation de données. Donc, cela fait 10 ans que j'accompagne des entreprises dans le cadre de la gestion des risques cyber et je suis par ailleurs docteur en anonymisation de données et j'enseigne et dirige des projets de recherche autour de l'anonymisation de données dans plusieurs universités en France, dont l'Institut Polytechnique de Paris. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'anonymisation et de comment se mettre en conformité. Alors, en première partie, nous parlerons des cas dans lesquels il est intéressant d'anonymiser les données. Ensuite, nous parlerons des différences entre anonymisation, pseudonymisation et chiffrement, parce qu'il y a parfois beaucoup de confusion entre ces différents mécanismes. Nous allons voir qu'est-ce que ça signifie concrètement et quelles sont les différences entre ces mécanismes. En troisième partie, nous parlerons des critères d'anonymisation du G29. En quatrième partie, de la méthode IBIOS et l'analyse des risques de réidentification. L'idée ici, c'est de pouvoir présenter l'analyse des risques de réidentification avec la méthode IBIOS qui est la méthode proposée par l'ANSSI en France. Et finalement, nous terminerons avec un cas pratique qui va présenter un peu comment faire une analyse rapide de risques de réidentification. Alors, dans quel cas anonymiser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anonymisation est utile dans tous les cas de risques importants de non-conformité avec le RGPD, parce que l'anonymisation fait sortir les données du champ d'application du RGPD. Néanmoins, il y a quelques cas récurrents, des cas particuliers récurrents qui reviennent en matière d'anonymisation. Par exemple, lorsqu'on veut réutiliser les données, mais qu'on n'a pas forcément le droit ou la base légale qu'il faut, notamment dans le cadre de la santé, quand on veut réutiliser les données des patients pour faire de la recherche en santé, l'anonymisation peut être intéressante si on n'a pas forcément le consentement des patients. Comme deuxième cas d'usage, nous avons lorsque les mesures de sécurité ne sont pas suffisantes. Parce qu'il peut arriver en entreprise, par exemple, qu'on n'ait pas des mesures de sécurité suffisantes, notamment quand on veut faire du test d'application. Les environnements de test ne sont pas souvent configurés de manière à sécuriser les données. Donc, dans ces environnements, très souvent, on ne permet pas l'utilisation des données personnelles. Donc, dans ce cas-là, il faut anonymiser les données. Comme troisième cas, nous avons l'absence du droit d'en connaître, notamment lorsqu'on veut construire des modèles d'intelligence artificielle. Les data scientists n'ayant pas le droit de connaître des données, alors dans ce cas-là, il faut anonymiser pour que les data scientists puissent construire leur modèle sans toutefois pouvoir retrouver l'identité des patients, notamment quand il s'agit de données sensibles comme les données de santé. Et finalement, lorsqu'on souhaite conserver les données au-delà de la durée légale de conservation, c'est-à-dire parce que le RGPD fixe les durées de conservation pour les données lorsqu'on les collecte, et si on veut aller au-delà de cette durée de conservation, il faut anonymiser les données. Donc ça peut servir par exemple dans le cadre de modèles d'IA, d'avoir un historique important pour pouvoir entraîner des modèles sur des données avec un historique important. Donc voilà quelques cas d'usage comme ça où l'anonymisation est intéressante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, lorsqu'on a un risque de non-conformité avéré, il vaut mieux penser à l'anonymisation de données. En deuxième partie, comme je disais, on va voir les différences entre anonymisation, chiffrement et pseudonymisation. En effet, ces trois mécanismes sont parfois confondus. Il est important de pouvoir bien comprendre ce qu'ils permettent de faire et ce qu'ils ne permettent pas de faire. Donc, nous allons parler des différences entre ces trois mécanismes.
Avant d'entrer pleinement dans les définitions de ces mécanismes, nous allons déjà parler de ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel, parce que l'anonymisation permettant de transformer les données personnelles en données qui ne sont plus personnelles, c'est déjà important de savoir ce que c'est, pour savoir ensuite comment faire pour que ça ne le soit plus. Donc concrètement, l'article 4 du RGPD définit ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. C'est toute information qui peut permettre d'identifier une personne de manière directe ou indirecte, notamment sur la base d'identifiants directs tels que le nom, le numéro d'identification, ou sur la base d'identifiants indirects tels que par exemple le numéro de sécurité sociale, le numéro de téléphone, ou encore, troisièmement, sur la base de ce qu'on va appeler des quasi-identifiants, c'est-à-dire des informations qui ne permettent pas d'identifier, tels que l'âge, le genre, mais lorsqu'on combine ces identifiants, on peut comme ça retrouver l'identité des personnes. Donc il y a trois manières euh, d'identifier une personne de manière directe, de manière indirecte par un identifiant indirect, ou de manière indirecte par combinaison de plusieurs, on va dire, quasi-identifiants. On verra un peu plus dans la suite ce que ça signifie. Donc la CNIL définit l'anonymisation comme un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à rendre impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit, et de manière irréversible. Je donnerai un peu plus de détails sur ces définitions aussi par la suite. Donc, le chiffrement. Alors, c'est quoi le chiffrement? Le chiffrement, c'est un procédé qui transforme les données intelligibles en des données inintelligibles et qui assure le déchiffrement, c'est-à-dire la capacité à retrouver les données d'origine à partir des données chiffrées, seulement aux personnes autorisées. Comme on peut le voir dans la figure, on a à gauche des données originales et à droite des données chiffrées. On constate bien que les données chiffrées, c'est une suite de chiffres et de lettres inintelligibles. Donc, quand on va de la gauche vers la droite, on chiffre les données. Quand on va de la droite vers la gauche, on les déchiffre. C'est-à-dire qu'on revient aux données originales. Donc, comme on peut le constater, le chiffrement est réversible. Et ça, c'est la principale raison pour laquelle l'anonymisation, le chiffrement ne peut pas servir pour anonymiser les données parce qu'il est réversible. La pseudonymisation. Alors, la pseudonymisation est définie par l'article 4 du RGPD comme le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires. Et la définition précise aussi que ces informations supplémentaires doivent être conservées séparément et sécurisées. Donc, dans l'exemple que nous avons là, nous voyons par exemple à gauche des données originales qui sont pseudonymisées. Donc concrètement, qu'est-ce qui a été fait? On a l'identifiant direct, le nom, qui a été transformé, qui a été remplacé par des pseudonymes, des suites de chiffres. Par exemple, vous voyez l'attribut ID dans des données pseudonymisées. Et on conserve comme ça, à part, la correspondance entre le nom et les pseudonymes, donc dans une table de correspondance. Donc, elle est sécurisée et uniquement la table pseudonymisée est rendue publique ou plutôt est transmise au destinataire. Les autres tables sont conservées de manière sécurisée. Alors, nous avons préparé un premier sondage et la question est de savoir si l'on supprime les données originales et la table de correspondance d'après vous, est-ce que les données pseudonymisées deviennent des données anonymes? Alors, on vous a donné la main, vous pouvez participer. On va vous laisser un petit instant pour répondre à la question. Je vais terminer le sondage et partager les résultats. Donc, on a oui à 65% et non à 35%. D'accord. Eh bien, c'est non. Il y a 35% des personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Même si la table de correspondance et les données originales sont supprimées, les données pseudonymisées restent des données pseudonymisées et donc à caractère personnel. Il y a 60 personnes qui sont surprises. Ok, alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va considérer uniquement la table du milieu qui représente les données pseudonymisées. Supposons que on voit bien à gauche là que sur la première ligne du tableau, c'est Jean. C'est Jean, et supposons que vous connaissiez Jean.
et que vous tombiez sur cette table-là. Vous savez que Jean a 22 ans et vit dans le premier arrondissement. Il vous sera possible, à partir de ces informations, de savoir de quelle maladie souffre Jean. Il a une grippe, par exemple, ici. Donc là, on se rend compte que bien qu'on ait supprimé les données originales de la table de correspondance, on parvient quand même à découvrir, à trouver de quelle maladie souffre Jean, sans avoir ces données. Alors c'est justement pour cette raison que les données pseudonymisées restent toujours des données à caractère personnel, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle une identification indirecte. Donc ça, c'est un exemple d'identification indirecte sur la base de ce qu'on appelle des quasi-identifiants. Parce que l'âge ou le code postal, normalement, ne permettent pas d'identifier. Et quand on va combiner l'âge et le code postal, on peut, dans certains cas, et c'est le cas par exemple ici, retrouver l'identité des personnes, plutôt associer certaines personnes à une maladie. Donc voilà la raison pour laquelle les données pseudonymisées restent des données à caractère personnel. Donc finalement, l'anonymisation, c'est un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques, je l'ai déjà défini précédemment, pour rendre, les données irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus retrouver l'identité des personnes à partir des données anonymisées. Si je vous demandais si vous pouvez encore mener la même attaque que tout à l'heure dans le jeu de données anonymisées, il est évident que ce n'est plus vraiment possible. Parce qu'ici, on a bien un groupe de 2 personnes qui ont la vingtaine et qui vivent dans le 75. Et là, il n'est plus possible d'isoler Jean et donc de savoir de quelle maladie il souffre. Voilà. La principale différence avec la pseudonymisation, c'est que l'anonymisation permet de réduire les risques par identification indirecte. Alors, on a vu l'un des critères permettant de s'assurer qu'on a bien anonymisé. On a vu que quand on parvient à isoler une personne, on peut retrouver son identité. Et entre autres, on a aussi vu que les données chiffrées sont réversibles, donc ne sont pas anonymes, peuvent pas être anonymes. Les données pseudonymisées ne protègent pas contre l'identification indirecte. Et l'anonymisation protège contre l'identification directe et indirecte. La question, c'est quels sont les autres critères donc à considérer lorsqu'on veut anonymiser les données. Nous allons donc parler des critères d'anonymisation du G29. Alors, dans son avis de 05-2014 sur les techniques d'anonymisation, qui date de 2014, le groupe de travail article 29, aujourd'hui CEPD, qui représente l'ensemble des autorités de protection de données européennes, définit 3 principaux critères d'anonymisation: l'individualisation, l'inférence et la corrélation. Alors, l'individualisation correspond à la possibilité d'isoler une partie ou la totalité des enregistrements identifiant un individu. Donc, par exemple, tout à l'heure, nous avons pu isoler Jean. Donc, il ne faudrait pas être capable d'isoler une personne, comme on l'a fait. L'inférence, c'est la possibilité de déduire, avec un degré de probabilité élevé, la valeur d'un attribut à partir des valeurs d'un ensemble d'autres attributs. La corrélation, la capacité à relier entre elles au moins 2 enregistrements se rapportant à la même personne. Par la suite, je donnerai des illustrations pour qu'on comprenne un peu mieux ce que signifie chaque définition. Alors, pour revenir sur l'individualisation, tout à l'heure, nous avons vu qu'on pouvait, comme ça, retrouver Jean. Donc ici, l'individualisation consiste justement, la question qu'on se pose, c'est est-il possible d'isoler une partie ou la totalité des enregistrements? Ici, par exemple, si vous avez ce jeu de données et que vous connaissez David, vous savez qu'il a 31 ans et qu'il vit dans le 5e, il sera facile pour vous de savoir de quelle maladie souffre David. Et en l'occurrence, il souffre du VIH. Donc c'est par individualisation. Vous avez pu individualiser, isoler David dans le jeu de données. L'inférence, cette fois-ci, la question c'est peut-on déduire la valeur d'un attribut à partir des valeurs d'un ensemble d'autres attributs? C'est ça la question qu'on se pose pour l'inférence. Ce qui nous amène au deuxième sondage. D'après vous, dans ce jeu de données, peut-on toujours individualiser David, 31 ans, qui vit dans le 5e arrondissement? Première question. Et deuxième question, peut-on toujours deviner la maladie dont il souffre? Marie-Caroline, je vous laisse la main pour afficher le sondage. Dans le jeu de données qu'on a vu, peut-on toujours individualiser David, 31 ans, qui vit dans le 5e arrondissement, 75 005. Donc on vous laisse
déduire. Bon, c'est à peu près stable. Donc on va terminer ce sondage et partager les résultats. Donc on a pour cette première question sur le jeu de données évoqué par Louis-Philippe, on a oui à 43% et non à 57%. Alors, je vais tout de suite enchaîner sur l'autre sondage, toujours sur le même jeu de données. Oui. Et donc, toujours donc, sur ce même jeu de données, est-ce qu'on peut toujours deviner la maladie dont David souffre? On vous laisse répondre quelques instants. J'ai fermé le sondage. Donc on a oui, on peut deviner à 60% et non à 40%. Et ben, on vous remercie pour vos réponses à ces différents sondages. Louis-Philippe, on vous laisse poursuivre. Et bien, effectivement, non, on ne peut plus individualiser David, parce que, comme vous le voyez, on a un groupe de 2 personnes qui ont la trentaine et qui vivent dans le 75. Et oui, on peut toujours deviner la maladie dont il souffre, parce qu'ici, les 2 personnes dans le groupe souffrent de la même maladie qui est le VIH. Donc, concrètement, dans cet exemple, bien qu'on ne puisse plus individualiser, on peut toujours inférer. Voilà donc la différence entre l'individualisation et l'inférence. Il n'est pas nécessaire d'individualiser une personne pour pouvoir retrouver une information sensible la concernant. Et en troisième partie, maintenant nous parlons de la corrélation, qui est le troisième critère. La corrélation, là, il faut se poser la question de savoir si il est toujours possible de relier des jeux de données distincts relatifs à un individu ou à un groupe d'individus. Dans les 2 précédentes, on va dire, attaques, vous connaissiez David et vous saviez qu'il appartient aux données. Il était dans les données, que ces données étaient présentes dans les données anonymisées. Ce qui n'est pas en général le cas dans la pratique. Parce que dans la pratique, on va s'appuyer sur d'autres jeux de données qu'on va trouver par ailleurs, des données auxiliaires, pour essayer de les recouper avec les données anonymisées. Parce qu'on ne sait pas forcément si on n'est pas toujours, on ne connaît pas forcément les personnes qui sont dans le jeu de données. Et pour cela, il faut croiser avec un autre jeu de données. Donc la corrélation consiste donc à faire ce croisement-là pour pouvoir retrouver l'identité des personnes. Dans ce cas, nous avons un jeu de données auxiliaire qui contient des données tout à fait banales qu'on peut retrouver sur n'importe quel réseau social, nom, âge, code postal, genre, et qu'on va essayer de croiser avec les données anonymisées pour essayer de retrouver la maladie dont souffre David. Et on se rend compte ici qu'on arrive effectivement à faire ce croisement et à deviner de quelle maladie souffre David. Donc, on va alors déjà faire une première corrélation. On sait que David, il a 31 ans, il est dans le 5e arrondissement. Donc, il appartient au groupe 2. Et comme on sait que dans le groupe 2, tout le monde souffre de VIH, donc nécessairement, David souffre de VIH. Donc voilà comment on utilise donc la corrélation pour pouvoir retrouver en fait la maladie dont souffre David. Cependant, respecter scrupuleusement ces critères peut conduire à des données inutilisables. Donc nous avons vu les 3 critères du G29 et concrètement ce que cela signifie. Mais quand on regarde de près, on se rend compte que s'il faut être très rigoureux et appliquer ces critères-là, les données risquent de devenir inutiles à la fin. Plutôt vont garder très peu d'utilité. Et donc, afin de remédier à cela, la CNIL propose une autre approche pour pouvoir anonymiser les données, qui est l'approche par analyse des risques de réidentification. Donc, donc, nous passons donc à la prochaine étape qui consiste à faire cette analyse de risque de réidentification. Parce que l'idée étant que les critères, s'il faut être rigoureux, scrupuleux, dégradent trop les données. Donc, ce qu'on va faire, on va ne pas forcément les appliquer de manière scrupuleuse, mais compléter ces critères avec d'autres critères qui vont dépendre cette fois-ci du contexte dans lequel on mène notre étude et qui vont permettre de, comme ça, réduire les risques de réidentification. Déjà, à propos de l'analyse de risque, que dit la CNIL? À défaut de remplir parfaitement ces 3 critères, vous avez deviné les critères dont on parle,
Le responsable de traitement qui souhaite rendre un jeu de données anonyme doit démontrer via une évaluation approfondie que le risque d'identification d'une personne à l'aide de moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par lui-même ou par toute autre personne est négligeable. Donc l'idée, c'est de pouvoir démontrer que le risque est négligeable. Alors, le considérant 26 du RGPD nous donne un peu plus d'informations sur ces moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés. Alors, il dit précisément que ces moyens-là font référence au coût de l'identification, au temps nécessaire à prendre pour pouvoir identifier, mais qu'il faut aussi prendre en compte l'évolution des technologies disponibles. Ça, c'est quelques éléments à prendre en compte, il y en a d'autres. Et nous verrons donc, en analyse de risque, les mesures qu'il faut prendre justement pour pouvoir s'assurer qu'on a, comme ça, réduit les risques de réidentification. Alors, on parle de quelles mesures précisément? Quelles sont les mesures qui sont intéressantes à considérer afin de réduire le risque de réidentification tout en conservant une certaine utilité des données? Il y a deux principales familles de mesures, les mesures contextuelles et les mesures sur les données. Parmi les mesures contextuelles qu'il faut prendre, il y a les mesures de contrôle d'accès, c'est-à-dire l'idée c'est de pouvoir restreindre l'accès aux données personnelles, aux données anonymisées à un nombre de personnes bien défini. Il faut définir les clauses contractuelles qui interdisent la réidentification. Ça, c'est quelques-unes des mesures contextuelles, il y en a d'autres. Pour les mesures sur les données, il faut bien entendu minimiser les données, c'est-à-dire n'utiliser que les données strictement nécessaires, limiter la conservation des données, notamment à purger les données à la fin du traitement. Si vous avez un traitement à faire, vous purgez automatiquement à la fin, mais également appliquer la généralisation et la randomisation, qui sont des techniques d'anonymisation, de transformation des données. Par exemple, ce que vous avez vu précédemment, que nous avons appliqué, par exemple, pour anonymiser les données, c'est une technique de généralisation qui s'appelle la K-anonymisation. Parce qu'on a créé des groupes, des clusters de 2 personnes. Dans ce cas-là, c'est une 2 anonymisation. L'idée, c'est de pouvoir généraliser, justement, modifier l'échelle des valeurs et leur ordre pour empêcher comme ça qu'on puisse individualiser les personnes ou les identifier. La randomisation, c'est une autre famille de techniques qui permettent de modifier la valeur des attributs afin de les rendre moins précises, et faire en sorte qu'on ne puisse plus, comme ça, réidentifier les personnes. Donc, il y a deux grands modèles de méthodes, de techniques d'anonymisation que sont la généralisation et la randomisation. Afin de mieux comprendre le principe du risque, je vous propose ce schéma qui présente les différentes sources potentielles de risque. Donc, ça veut dire ici, dans le schéma, ce qu'on voit il peut avoir, on va dire, différentes sources de risque. Une source est le hacker, tout simplement, qui n'a pas normalement le droit d'accéder aux données. Une autre source, ça peut être un data scientist ou un chercheur en santé qui a le droit d'accéder aux données. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place pour empêcher le hacker, qui sont à la fois des mesures contextuelles, mais aussi des mesures sur les données qu'on a vues, qui vont empêcher un hacker, par exemple, qui n'a pas le droit d'accéder aux données, de retrouver l'identité des personnes. Et pour les personnes qui ont le droit d'accéder aux données, mais qui n'ont peut-être pas le droit d'en connaître, on va mettre des mesures sur les données pour empêcher qu'ils puissent retrouver l'identité des personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très difficile de convaincre la CNIL si vous n'appliquez pas des mesures sur les données. En appliquant uniquement des mesures contextuelles dont on a parlé, il vous sera très difficile de démontrer que le risque de réidentification est faible. Notamment si vous considérez uniquement les données pseudonymisées avec des mesures contextuelles, c'est rarement suffisant. Et il existe des cas aussi où les mesures contextuelles ne peuvent tout simplement pas être applicables. Lorsqu'on veut publier des données sur Internet, on ne peut pas mettre en place des mesures de contrôle d'accès puisque c'est sur Internet. Donc là, il faudra être vraiment très rigoureux sur les mesures sur les données. Ensuite, on a parlé de mesures, on a parlé de différentes mesures parce que l'idée, c'est de pouvoir savoir quand quand c'est suffisant. Là, on n'a pas vraiment de boussole.
Et pour ce faire, l'analyse de risque est donc intéressante. Les méthodes d'analyse de risque deviennent intéressantes parce c'est un outil d'aide à la décision qui permet de savoir quand est-ce que on peut conclure que le risque est suffisamment bas. Alors, la méthode préconisée par la CNIL aujourd'hui, c'est IBIOS. IBIOS qui est une méthode d'évaluation, une méthode d'analyse de risque qui signifie évaluation des besoins et identification des objectifs de sécurité. C'est une méthode proposée par l'ANSSI en France et qui est recommandée par la CNIL. Donc, un risque selon IBIOS s'évalue selon sa gravité et sa vraisemblance. La gravité ici fait référence aux effets du risque et les impacts sur les personnes en cas de divulgation de données, par exemple. Et la vraisemblance fait référence à la probabilité que ce risque se réalise. Quand on parle de probabilité, ça peut être lié à l'exploitabilité des vulnérabilités, ça peut être le temps, le coût, les motivations, donc différents éléments qu'il faut prendre en compte pour évaluer la vraisemblance. Donc une fois qu'on a la gravité et la vraisemblance, on va utiliser une échelle de risque comme celle que vous voyez dans la figure pour pouvoir déterminer le niveau de risque. Donc ici, on a 4 niveaux pour la gravité et la vraisemblance, et on a 3 niveaux pour le risque. Voilà, après cela, nous passons à la dernière partie de notre webinaire, où nous présentons les cas pratiques. Un cas pratique d'évaluation de risque de réidentification. Donc nous allons considérer ce jeu de données. Ce jeu de données qui est un jeu de données à caractère personnel, puisqu'il y a les noms et il y a d'autres informations. La question qu'on va se poser, c'est comment donc anonymiser ce jeu de données, réduire les risques de réidentification de manière significative afin de pouvoir l'utiliser. Parce que le challenge ici, c'est de pouvoir à la fois protéger les personnes, mais aussi garder suffisamment d'informations dans les données pour pouvoir les utiliser. Donc ici, nous avons le nom. Déjà, on est certain qu'il ne faut pas qu'il y ait le nom. Nous avons l'âge, le code postal, le sexe, la date de prélèvement, le type de prélèvement et la maladie. Une première analyse déjà peut consister à se dire, puisque précédemment je vous disais qu'en pratique, la réidentification se fait en général par corrélation. C'est-à-dire, on va chercher un autre jeu de données et on va essayer de croiser ce jeu de données avec ce jeu de données qu'on a. La question qu'on va se poser, par exemple, c'est dans ce jeu de données, quels sont les attributs qui peuvent être facilement retrouvés dans un autre jeu de données? Parce qu'une condition pour pouvoir croiser un jeu de données auxiliaire avec ce jeu de données, c'est qu'il y ait les mêmes attributs dans cet autre jeu de données. Et il est connu que les informations démographiques, telles que l'âge, le code postal, le sexe, sont des informations qu'on peut facilement retrouver ailleurs. Donc il faudra très certainement les transformer. Pour la date de prélèvement, c'est une date et aussi c'est une information, bien qu'elle soit moins répandue que les autres, est une information sensible qu'on peut aussi retrouver qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux, par exemple, en faisant des recherches sur la personne spécifiquement, et on pourra tomber sur une date, on peut se dire la date à laquelle la personne est allée se faire prélever. Donc c'est une information qui peut être retrouvée aussi. Donc il faut faire attention aussi à cette information. Par contre, le type de prélèvement, normalement, c'est un peu plus compliqué. Donc, on pourra se dire, si on a des mesures contextuelles, on va peut-être pas transformer le type de prélèvement et la maladie non plus, puisque normalement, en matière d'anonymisation, l'information sensible n'a pas besoin d'être transformée. Donc, qu'est-ce que nous pouvons en faire de ce jeu de données? Nous pouvons déjà pseudonymiser le jeu de données, c'est-à-dire enlever le nom. Il n'y a plus de nom, on a remplacé le nom par des identifiants. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que on s'est dit qu'on va transformer l'âge, le code postal, le sexe, la date de prélèvement, pour réduire la capacité à les croiser avec un autre jeu de données. Et ici, ce qu'on voit en rouge, ce sont, on va dire, des enregistrements qui sont sensibles, qui sont vulnérables.
Alors, le premier et le deuxième enregistrement sont, si on considère l'âge, le code postal, le sexe, la date de prélèvement, sont identiques. Pour autant, on se rend bien compte qu'il y a une forte inférence avec la maladie, puisque même si ces enregistrements sont identiques pour ces attributs, euh, toutes les personnes dans ce groupe-là, ce groupe de deux, ont la même maladie. On a vu tout à l'heure que par inférence, voilà, il y a un problème. L'utilisateur numéro 3, ici qui a 27 ans, il est unique déjà, et ça permet de l'isoler dans le jeu de données. Et par croisement avec un autre jeu de données, on pourra deviner qu'il souffre de VIH. Les utilisateurs 4 et 5, par contre, eux, ils n'ont pas de problème. Parce qu'on a, pour les attributs âge, code postal, sexe et date de prélèvement, on a exactement les mêmes valeurs. Et on se rend compte que la maladie et même les types de prélèvements, c'est différent. Donc, on ne peut pas faire une inférence parfaite comme dans le premier, comme pour le premier groupe de personnes des utilisateurs 1 et 2. Et finalement, les deux derniers aussi sont uniques et on peut les isoler et comme ça pouvoir deviner de quelle maladie elles souffrent. Donc voilà, un premier diagnostic nous permet de constater qu'il y a beaucoup de vulnérabilités présentes dans notre jeu de données. Donc il faudra appliquer des mesures de protection pour pouvoir s'assurer qu'on ne puisse pas retrouver l'identité de ces personnes, c'est-à-dire deviner de quelle maladie elles souffrent. Donc là, on a appliqué donc des transformations. Comme vous pouvez le voir, il y a certains attributs qui ont été transformés, certaines valeurs qui ont été transformées et d'autres pas. Donc, par exemple, dans le groupe 1 et le groupe 3, on a des valeurs qui ont été transformées pour empêcher qu'on puisse isoler les personnes ou alors qu'on puisse tout simplement avoir des inférences fortes. Parce que si on prend le groupe 1, on n'a plus d'inférences fortes, puisqu'on a à la fois la grippe et le VIH. Si on prend le groupe 3, on ne peut plus individualiser, on ne peut plus retrouver les personnes de façon unique, et comme ça protège un peu plus ces personnes-là. Et on se rend compte aussi qu'on n'a pas transformé le type de prélèvement. Donc, on va se dire que c'est un jeu de données où on n'a pas complètement appliqué la canonimisation dont je vous parlais tout à l'heure, parce que s'il fallait l'appliquer rigoureusement, il aurait aussi fallu transformer le type de prélèvement. Donc, maintenant, nous allons passer à l'analyse de risque de ce jeu de données. Donc, concernant la gravité du jeu de données, on va dire que c'est une gravité à 4 sur 4, puisqu'ici, nous avons l'attribut maladie avec des maladies particulièrement graves que sont le cancer et le VIH. En termes de vraisemblance, on pourra dire que c'est une vraisemblance à 3 sur 4, compte tenu des transformations qu'on a faites, mais compte tenu aussi du fait qu'on n'a pas transformé le type de prélèvement. Donc le risque, si on a un 4 sur 4 en gravité et 3 sur 4 en vraisemblance, on va regarder maintenant dans la figure d'échelle de risque. On se rend compte que ça nous amène à un risque qui est à 3 sur 3, qui est toujours maximal, malgré les transformations qui ont été faites. Donc il faut appliquer des comptes-mesures pour pouvoir réduire ce risque-là à 1 sur 3 ou voire à 2 sur 3. Donc ces comptes-mesures vont consister à réduire la vraisemblance en ajoutant des mesures contextuelles dont on a parlé précédemment, et réduire la gravité, par exemple en supprimant les maladies graves que sont le cancer et le VIH. Donc voilà. Voilà, nous avons terminé notre cas pratique concernant ce webinaire. Très C'est le moment bien, des questions. merci beaucoup. Ah, alors il y a une question. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe de l'identification directe et indirecte? Alors, identification directe et indirecte. Alors, on va revenir à la slide concernant l'identification directe et indirecte. L'identification directe, telle que définie par la CNIL, se fait à partir du nom. Ça peut être un nom, ça peut être une photo, ça peut être d'autres informations qui permettent d'identifier de manière directe. L'identification indirecte, comme je disais, peut se faire de deux manières. Soit par un identifiant indirect, soit
par plusieurs informations qu'on appelle les quasi-identifiants de manière indirecte. Donc l'anonymisation doit pouvoir protéger contre cette identification directe, et identification indirecte. Par contre, la pseudonymisation ne protège que contre l'identification directe. Comme on l'a vu ici dans cet exemple, pour pseudonymiser les données, on a juste transformé le nom en identifiant. On n'a pas transformé les quasi-identifiants que sont l'âge et le code postal. Par contre, pour l'anonymisation, on a non seulement enlevé les identifiants, mais on a aussi transformé l'âge et le code postal afin de réduire justement les risques liés à ce type d'attribut. Je ne sais pas si c'est clair. Je vous remercie. Une personne inscrite demande comment passer à l'échelle quand l'analyse manuelle n'est pas possible. Ah, comment passer à l'échelle? Effectivement, l'analyse manuelle peut être très complexe. Et c'est justement, quand on n'a pas un outil spécifique, ça peut être très compliqué. Et c'est justement par rapport à cela, parce que j'ai dit en début de webinaire que nous proposons une solution d'analyse de risque de réidentification. Et notre analyse fait justement cela. Elle permet, comme on l'a vu ici, de retrouver dans un jeu de données toutes les vulnérabilités pour pouvoir ensuite faire l'évaluation de risque. Donc, sans un outil approprié, si vous avez, je ne sais pas, un jeu de données à 200 000 lignes, transversal ou longitudinal, ça peut être très compliqué à la main. C'est juste impossible. Vous ne pouvez pas parcourir à la main chaque ligne pour savoir. C'est par rapport à cette problématique, justement, nous proposons donc cet outil-là qui permet de faire cette analyse-là automatisée et qui permet automatiquement aussi de construire l'analyse de risque en fonction de la gravité et la vraisemblance. Donc, voilà, la réponse est que c'est pratiquement impossible, voilà, sans un outil approprié. Alors, et donc par rapport à cette question sur ces analyses, est-ce qu'il existe des bibliothèques ou logiciels permettant de faire ces analyses? Alors, comme exemple, la personne cite comme bibliothèque Python. En des bibliothèques Python permettant de faire cette analyse-là, je n'en connais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des outils d'anonymisation open source tels que ARX anonymisation, mais qui ne font pas d'analyse de risque de réidentification. Ces outils font essentiellement de l'anonymisation, notamment sur la base de K-anonymisation, de L-diversité, dont on n'a pas parlé, mais voilà, il y a des outils open source que vous pouvez utiliser pour faire l'anonymisation, mais pour faire l'analyse à proprement parler, je ne connais pas d'outils qui permettent de le faire. C'est d'ailleurs, je pense, ce serait difficile d'en trouver puisque nous avons d'ailleurs breveté notre solution à cause justement, pour breveter une solution, il faut pouvoir, il faut pas que ça existe déjà. Voilà. Bon, donc voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, je ne connais pas de solution qui permettent de faire les analyses de risque de réidentification. De cette manière, en tout cas, en identifiant les vulnérabilités à corriger. Je ne connais pas d'autres outils. Alors, pourquoi le risque de réidentification est minime dans l'anonymisation? Question Pourquoi le fondamentale risque, sur le sujet. pourquoi le risque de réidentification est minime? Pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire on peut difficilement, si on reprend ce jeu de données, concrètement celui-ci, il n'est plus possible, sur la base des attributs âge, code postal, sexe et date de prélèvement, d'individualiser, c'est-à-dire isoler une personne dans le jeu de données. Ce n'est plus possible. Alors que précédemment, on a bien vu qu'on pouvait isoler une personne dans le jeu de données. Et ça permet de retrouver, par exemple, une information sensible sur la personne. Ici, si je vous dis que la personne a 20 ans et qu'elle vit dans le 75, vous ne pourrez pas deviner de quelle maladie elle souffre. Elle souffrira peut-être de la grippe ou du VIH, mais vous ne saurez pas dire si c'est la grippe ou c'est le VIH. Pourtant, si on considère ce jeu de données pseudonymisé, ben, c'est évident. Vous savez exactement
en fonction de l'âge et du code postal de la personne, de quelle maladie elle souffre. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ah, merci. Alors, dans une base de données, il y a toujours un lien via une clé étrangère qui lie nos données, nom avec ID par exemple. Oui. Donc, si je récupère toute la base de données, je suis en mesure de remonter sur le nom afin d'identifier une personne. Et si je récupère toute la base de données, est-ce que je suis en mesure de remonter le nom afin d'identifier une personne? S'il est possible, si ce sont des identifiants qui sont liés à des noms, évidemment que les données ne sont pas anonymisées, puisqu'il y a une possibilité de retrouver le nom de la personne. Les données seront pseudonymisées dans ce cas-là. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y a un lien quelque part entre ces identifiants? Parce qu'il y a différentes manières en fait d'utiliser les identifiants. Par exemple, si je prends ce jeu de données que j'ai anonymisé et que je me dis, bon voilà, on va dire, j'ai ce jeu de données et que je vais juste ajouter des numéros pour chaque ligne parce que je vais différencier chaque ligne, ce n'est pas des identifiants qui peuvent permettre de réidentifier les personnes. Mais si à la base, quelque part, il y a un lien entre ces numéros et le nom et l'identité réelle des personnes, dans ce cas-là, c'est de la pseudonymisation parce qu'on peut, à partir de ces correspondances-là, retrouver le nom de la personne. Je ne sais pas si c'est clair. Ah, très bien, merci. Quelles sont les bases légales pour une anonymisation en tant que traitement selon les termes du RGPD? Je ne sais pas si c'est très clair comme Oui, c'est clair, question. c'est clair. C'est clair, la Ok, question est claire. merci. La base légale, c'est l'intérêt légitime. La base légale, c'est l'intérêt légitime. Et c'est bien de poser la question dans ce sens-là parce que l'anonymisation en soi est un traitement donné à caractère personnel. C'est-à-dire en input d'une anonymisation dans les données personnelles, c'est en output qu'on a les données anonymisées qui ne sont plus personnelles. Donc ce traitement-là a besoin d'une base légale qui est l'intérêt légitime. Ça a déjà d'ailleurs été énoncé par le G29 dans son avis de 2014 qui consacrait l'intérêt légitime comme euh, 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 base légale pour l'anonymisation de données. Mais pour l'intérêt légitime, vous le savez certainement, il faut faire ce qu'on appelle une balance des intérêts. Très bien, merci. Oui, alors par rapport à la base légale, les bases légales, consentement, obligation légale, la personne a précisé en fait. Le consentement, ce n'est, enfin, en général, le consentement il y a une obligation d'information. Je ne sais pas si on n'a pas nécessairement besoin du consentement. Euh, L'obligation légale d'anonymiser, je ne sais pas s'il y a une obligation, parce que l'anonymisation correspond à une suppression de données. Une obligation légale de supprimer les données. Je ne sais pas. Parce que ce que je sais, c'est que dans l'avis du G29 de 2014, on parle d'intérêt légitime. Ah, très bien, merci. Dans le cadre d'une stratégie de protection des données, comment équilibrer l'utilisation de la pseudonymisation pour maintenir l'utilité des données tout en minimisant les risques des réidentifications, notamment les bases de données externes? Ah, pour les bases de données externes. Bon, si on est dans le cadre des données pseudonymisées, c'est qu'on est dans le cadre des données personnelles. C'est-à-dire que le RGPD continue de s'appliquer. C'est-à-dire que voilà, il pourra mettre des mesures qui vont réduire justement le risque sur les personnes, c'est-à-dire enlever tous les identifiants directs. Mais je dois dire qu'il y a récemment, très récemment, euh, des nouvelles guidelines qui ont été publiées concernant la pseudonymisation, qui remettent en question ce qui avait été défini par le G29 en 2014. Donc il y a possiblement des évolutions qui seront à prendre en compte dans la nouvelle définition de la pseudonymisation donnée dans le nouvel avis. Et donc, il y a des différences entre la pseudonymisation des guidelines qui ont été publiées ce mois, en janvier, le 16 janvier, je pense, et celles qui ont été publiées en 2014. Donc, il faut faire attention
dans la définition, laquelle choisir, je pense, si elle est validée, parce qu'il y a un appel à commentaires qui a été fait. Mais si c'est validé, la définition que je vous ai donnée dans le cadre de ce webinaire va changer. Ce ne sera plus la même définition. Donc, pour répondre à votre question, pour justement protéger les personnes, réduire les risques, il faut enlever tous les identifiants directs et les remplacer par des pseudonymes. Mais les données pseudonymisées restent des données à caractère personnel, donc toutes les mesures du RGPD, toutes les autres mesures continuent de s'appliquer. Très bien, je vous remercie. On a bien fait le tour des questions là. J'ai eu une demande sur votre support de présentation. Est-ce que Le vous souhaitez diffuser. pour ceux qui le veulent, le diffuser? Normalement, la vidéo sera disponible, donc voilà, il n'y aura pas, normalement, on va en discuter avec Marie-Caroline un petit peu après, mais normalement, je vois pas de difficulté à les diffuser. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des exemples d'utilisation de la randomisation? Ah, l'utilisation de la randomisation. Alors, la randomisation, comme je disais, ce sont c'est une technique qui permet de modifier en fait les valeurs, à la différence de la généralisation qui va essayer de créer, de généraliser pour créer des groupes. C'est-à-dire, par exemple, si on l'a vu précédemment, un code postal, au lieu de garder le code postal entier, on va garder uniquement les deux premiers chiffres. Avec la randomisation, ce qu'on va faire, on va ajouter des valeurs. Par exemple, si on a un âge, on va ajouter un an ou en retrancher un an. L'idée étant de pouvoir conserver, on va dire, certaines statistiques comme la moyenne ou l'écart type, voilà, en ajoutant, en modifiant la véracité justement de, de l'âge. Donc ça, c'est une façon aussi de protéger contre l'inférence, voire aussi contre la corrélation. Voilà, c'est dans ce cadre-là que la randomisation est utilisée. Très bien, merci. Alors peut-être une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut concrètement comme document pour démontrer que l'analyse de risque a été menée? Ah, qu'est-ce qu'il faut comme document pour mener que l'analyse de risque? Alors, ce qui est intéressant de pouvoir montrer, démontrer, c'est d'arriver c'est-à-dire argumenter. Montrer qu'il y a effectivement il y a une analyse qui a été faite, qu'on a identifié des problèmes, des vulnérabilités, et qu'on les a corrigés, qu'on a mis en place des mesures permettant justement des mesures contextuelles, des mesures sur les données, et que ce soit documenté pour expliquer ce qui a été fait. Parce que euh, la CNIL, ce qu'elle demande, c'est que c'est le principe, bon, c'est pas la CNIL, c'est le RGPD qui le dit, c'est le principe de responsabilité qui s'applique. Et donc, pour pouvoir démontrer, il faut soi-même construire sa propre analyse et ses propres documents. Et ces documents, c'est un argumentaire qui, euh, sur la base des guidelines ou sur la base des documents de référence tels que l'avis du G29, permettent de démontrer qu'il est difficile en termes de coûts, en termes de temps, et dans le contexte défini, de retrouver et identifier les personnes. Donc voilà, il faudra donc bien documenter et bien démontrer qu'il y a une analyse préalable qui a été faite, les vulnérabilités qui ont été trouvées, et ensuite comment vous les avez corrigées, et finalement à la fin le rapport qui permet de bien l'expliciter. Alors, merci. Quelles sont les limites du e-BIOS? Les limites de IBIOS. Je ne dirais pas limite, mais ce que je dirais, c'est qu'il y a IBIOS est assez fourni comme méthodologie. Ce qu'il faut pas, c'est, à mon sens, se perdre, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans IBIOS qui peuvent être utilisés. L'idée, c'est vraiment aller droit à l'essentiel et pouvoir réduire, du moins démontrer on est arrivé à réduire les risques notamment
la gravité et la vraisemblance. Et c'est intéressant d'utiliser EBIOS. Pourquoi? Parce que c'est le document, c'est la méthode d'évaluation de risque recommandée par la CNIL. Donc, ça rentre aussi dans l'ensemble d'éléments à considérer, ensemble de, de documents de référence qui peuvent être utilisés pour démontrer que les risques ont été bien réduits. Merci beaucoup. On a encore eu quelques questions. Est-ce qu'une AIPD, entre parenthèses PIA, est Ah oui, obligatoire pour effectuer une anonymisation? c'est vrai que ce que j'ai démontré, ce que j'ai déroulé ressemble beaucoup à un PIA. Je pense qu'il est là, puisqu'aujourd'hui, je dis que je pense parce que c'est le principe de l'analyse de risque. Quand on parle d'analyse de risque, c'est ce qu'on connaît dans le cadre du RGPD. On parle de PIA. Il est intéressant de mener justement une analyse dans ce sens-là, mais qui soit spécifique à la réidentification. Comme vous l'avez vu, c'est pas une PIA classique que nous avons fait. Nous avons fait une PIA spécifique anonymisation en s'appuyant bien sur les documents de référence d'anonymisation, sur les critères du G29, mais aussi sur d'autres critères. Donc, il faudrait que ce soit vraiment spécifique réidentification. Très bien, merci. Peut-être une dernière question avant de clore ce webinaire. Comment démontrer ou confirmer à des tiers que nos données sont totalement anonymisées? C'est la même chose, hein. Les documents dont je vous ai parlé, les analyses qui ont été faites, les documents de référence, surtout les documents de référence, que sont l'avis du G29, que sont le modèle IBIOS, que voilà, ça peut aussi utiliser parce qu'il y a dans les délibérés de la CNIL, il y a des éléments aussi qui sont très intéressants à utiliser, qui montrent que voilà, vous avez mis en place les mesures pour pouvoir réduire les risques de réidentification. Parce que sinon, aujourd'hui, même question peut être posée concernant un PIA classique. Comment démontrer qu'un PIA a été bien fait? C'est toujours une question d'analyse et d'argumentaire pour démontrer que les risques ont été réduits. Très bien, merci Louis-Philippe. Alors, on a fait le tour des questions, donc c'est parfait. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à toutes et à tous pour vos réponses au sondage et pour votre attention et votre participation avec vos questions. Et on vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire avec Technique de l'ingénieur. Merci à tous. Merci Louis-Philippe. Merci Marie-Caroline. Merci à tous.